Cet épisode axé dans la série Regards croisés des Bright Series 2021. Donc, je suis aux côtés d'Isabelle Soubeyran et Sophie Cousin pour ce séminaire qui va être dédié donc, à la prise en charge des patients avec cancer du poumon métastatique avec driver oncogénique. Alors juste pour vous rappeler, effectivement, le CIRIC Brio, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc on est un site intégré de recherche sur le cancer labellisé par l'INCa. On est 8 en France et on reçoit du financement pour mener à bien des programmes de recherche. Et on les appelle intégrés puisque l'objectif, effectivement, c'est d'avoir, à partir de ces programmes, à plus ou moins long terme, un impact sur la prise en charge des patients. Donc on mène beaucoup de projets de recherche qu'on appelle translationnels, en jonction entre les hôpitaux et les laboratoires de recherche. Donc tous les ans, on met en place ce qu'on appelle nos Bright Days, qui sont des journées scientifiques. Donc l'objectif de ces journées, c'est évidemment de pouvoir diffuser l'information et les retombées de ces programmes de recherche. Et cette année, donc avec le contexte sanitaire qui est le nôtre, on a décidé de passer à un format visuel. Donc on a appelé ça la Bright Series. Dans cette Bright Series, vous avez 3 types d'événements. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour ce qu'on appelle les Regards croisés, qui sont donc des séminaires organisés en partenariat avec nos partenaires de l'industrie pharmaceutique, dont l'objectif est de pouvoir échanger entre un clinicien et un chercheur sur une thématique donnée. Vous avez également donc, une série qu'on a intitulée « Histoire de patients », où l'idée a été en fait de suivre le parcours de 4 patientes atteintes donc, de glioblastome, cancer du côlon ou cancer du rein, et de suivre donc, l'histoire de leur prise en charge clinique, donc, du dépistage, quand c'est possible, qu'il existe un dépistage organisé, donc diagnostic, prise en charge et évaluer ensemble les options thérapeutiques du futur, notamment via les essais cliniques et la recherche. Donc ça, vous pourrez retrouver tous ces événements en fait, sur le site du CIRIC Brio. Et on vous invitera aussi en décembre pour la série qu'on a intitulée Tech for Onco. Une série en fait, où l'idée, c'est de pouvoir mobiliser donc, des industriels, des fabricants en fait, de technologies innovantes. Et cette année, on a choisi 2 thématiques qui sont donc, le single cell et la métabolomique. Et l'idée, c'est de pouvoir vous illustrer comment aujourd'hui on peut utiliser ces technologies à travers des exemples de projets de recherche. Voilà, donc n'oubliez pas que pour ce séminaire, vous pourrez poser vos questions à distance donc par le petit bouton Q&R que vous voyez en dessous de votre écran Zoom. Et donc plus spécifiquement, aujourd'hui, on focus sur Regards croisés, donc on en est à la quatrième épisode. Aujourd'hui, donc je tiens à remercier particulièrement le laboratoire Amgen qui nous soutient pour le séminaire d'aujourd'hui. Voilà. Et je vais passer la parole du coup à Sophie et Isabelle qui vont pouvoir se présenter et on va pouvoir partager du coup 1 heure autour de cette thématique cancer du poumon non à petites cellules avec addiction oncogénique. Merci à tous. Alors bonsoir à tous, je suis Isabelle Soubeyran, je suis responsable de l'unité de pathologie moléculaire à l'Institut Bergonié. Et donc ce soir, nous sommes là pour vous parler du cancer du poumon non à petites cellules métastatique avec addiction oncogénique. Et je vais faire un petit focus sur le screening moléculaire. Il y a un intérêt. Donc c'est vrai qu'en 15 ans, le panel de mutations du cancer du poumon a énormément évolué, puisque vous voyez qu'en 2004, on connaissait uniquement les mutations de EGFR et de KRAS, et que 15 ans après, en 2019, ce panel s'est extrêmement élargi, avec un nombre d'altérations très nombreux, parfois très rares, puisque ça représente parfois moins de 1% des cancers du poumon. Et pour ces altérations, on a de plus en plus de drogues qui permettent de les cibler et de traiter au mieux les patients. Donc maintenant, plus de 65% des adénocarcinomes du poumon présentent une addiction oncogénique. Alors, donc à qui s'adressent ces altérations? Il s'agit de cancers non à petites cellules, non épidermoïdes ou des cancers épidermoïdes chez le non-fumeur. Et pour ce testing, nous disposons de recommandations, notamment par le réseau OncoAura, qui est remis à jour régulièrement, et qui va proposer de faire un
un testing en fonction de la ligne de traitement. Alors au primo-diagnostic avant la première ligne, le référentiel recommande au minimum de faire une immunohistochimie PDL1 pour identifier les patients susceptibles de répondre à l'immunothérapie, et en biologie moléculaire de tester EGFR, CARAS, ALK et ROS1. Mais de toutes les façons, avant la deuxième ligne, il faudra réaliser les autres recherches d'altération qui concernent BRAF, HER2, MET, etc. L'ESMO a publié en 2020 des recommandations qui sont un petit peu plus stringente, puisque l'ESMO recommande de rechercher toutes les altérations en fait, qui sont ciblables par des drogues dont le niveau de preuve est 1A selon l'ESCAT. Et vous voyez qu'ici, en première ligne, on a déjà un nombre d'altérations à rechercher beaucoup plus important, puisqu'on bien sûr on retrouve le GFR, le CARAS, ALK et ROS, mais également MET, BRAF, CARAS, le G12C bien sûr parce qu'il y a une drogue, et puis d'autres fusions qui sont rares mais qui peuvent être ciblées. Les autres altérations relèvent pour l'instant plus des essais cliniques, mais vont être intéressantes plus tard dans la prise en charge du patient. Alors comment se passe ce testing au primo-diagnostic à l'Institut Bergonié? Donc on part du bloc en paraffine dans lequel est inclus la microbiopsie ou les biopsies endoscopiques. Donc c'est un matériel qui est précieux puisque en quantité restreinte et sur lequel il va falloir faire ce screening. On va commencer par faire des lames pour l'immunohistochimie, notamment PDL1, mais également un pré-screening de ALK-ROS en immunohistochimie, auquel on ajoute, nous à l'Institut Bergonié, depuis quelques temps aussi HER2 à la demande de Sophie Cousin pour identifier les patients qui ont une amplification d'HER2. Et ensuite, sur ce même matériel, il va falloir faire l'extraction des acides nucléiques pour la biologie moléculaire, derrière lequel on fait en priorité un NGS. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus, mais éventuellement à la demande une technique ciblée. La biopsie liquide, pour l'instant, est réservée en primo-diagnostic au cas où le tissu est non disponible. Et à partir de cette biopsie liquide, on va pouvoir extraire les acides nucléiques totaux dans le plasma. Ce sont des acides nucléiques dérivés de la tumeur et qui sont sécrétés dans le plasma par la tumeur. Et sur cette même biopsie liquide, on va pouvoir faire également du NGS pour rechercher les mutations et les fusions. Donc, je vais maintenant faire un petit focus sur les techniques de biologie moléculaire. Et tout d'abord, la technique ciblée pour rechercher les mutations de GFR. C'est une technique dont on a beaucoup parlé ces dernières années lors du changement en fait de prise en charge financière des tests, puisque maintenant vous savez que ces tests sont facturés à l'établissement prescripteur et donc devant le coût des tests, beaucoup d'oncologues ont un peu fait un rétropédalage par rapport au NGS et se sont axés sur des techniques ciblées sur le GFR. Donc nous avions choisi de mettre en place la technique IDILA, qui est une technique en PCR en temps réel. Alors c'est assez simple parce que tout est automatisé, c'est un système clos avec une cassette pour un gène pour une tumeur dans lequel on peut mettre soit une coupe FFPE, soit de l'ADN préalablement extrait, mais ce test va rechercher un répertoire prédéfini de mutations. Donc ça a un avantage, c'est extrêmement rapide puisqu'on peut avoir le résultat dans la journée si on le fait à partir de coupes. C'est un petit peu plus long à partir de l'ADN puisqu'il faut extraire d'abord l'ADN. Mais ça présente des inconvénients également. C'est moins cher, mais on aura seulement le résultat de GFR. Et vu ce que je vous ai présenté auparavant, vous comprenez bien que c'est maintenant insuffisant en 2021 de se contenter de l'EGFR en première ligne. Et ça ne permet pas d'anticiper la deuxième ligne ou des ATU ou des inclusions dans des essais cliniques.
Inconvénient également, ça consomme quand même du matériel, simplement pour le GFR. La sensibilité est moindre. Il faut au minimum 20% de cellules tumorales ou 50 nanogrammes d'ADN, alors qu'en NGS, on peut descendre à 5% de cellules tumorales et 10 nanogrammes d'ADN. Et puis, on n'a pas d'exhaustivité des mutations. Donc, pour notre part, c'est à limiter aux cas très urgents pour faire un premier pré-screening sur le GFR. Et pour illustrer ça, je vais vous faire partager une étude que le docteur Khalifa, qui travaille dans mon unité, a réalisée sur des 492 tests en partenariat avec le CHU de Dijon, où on a comparé en primo-détermination le screening par la technique IDILA au screening NGS. Et vous voyez que sur ces 492 cas, 50 cas étaient mutés EGFR, mais la technique IDILA en loupait, si je puis dire, 13, ce qui lui donne une sensibilité globale à 74%. Alors si on rentre un petit peu dans les détails, en fait, c'est un petit peu moins que ça, puisque dans ces cas faux négatifs, un certain nombre, les 5 premières lignes du tableau, présentaient une co-occurrence d'une mutation qui, elle, avait été identifiée par IDILA, et donc le patient a pu quand même être traité. Mais vous voyez dans l'encadrement rouge, ça représente 4 délétions de l'exon 19 qui donc sont ciblables par les thérapies ciblées en première ligne et qui n'étaient pas identifiées par la technique IDILA. Et les 2 lignes en dessous, ça représente des insertions de l'exon 20 qui maintenant sont également ciblables. Donc c'est pour ça que nous, on s'est plutôt calé sur les recommandations de l'ESMO, paru en 2020, qui recommande en première ligne un NGS, qui inclut donc toutes les altérations actionnables SCAT1 dont on a parlé tout à l'heure, et utilisant une technique qui inclut à la fois la recherche de mutation et de fusion. Un NGS plus large est recommandé plutôt en recherche clinique, mais pas forcément en première intention. Donc, quel NGS nous avons choisi de façon à détecter les mutations et les fusions en première ligne? Nous avons choisi de faire un RNA-seq ciblé par la technique Archer, qui va permettre, avec ce panel spécifique fusion-plex LING sur 14 gènes, d'identifier à la fois les fusions, les variants d'épissage et les mutations des principaux gènes dont nous avons précédemment parlé. J'ai fait un petit récapitulatif des premiers cas que nous avons à passer, puisque maintenant nous le faisons en première intention. Et vous voyez que dans 65% des cas, nous avons retrouvé une altération qui représente à peu près le panorama des altérations qu'on peut retrouver dans le cancer du poumon. Donc un retour très positif de cette technique en première ligne qui permet d'identifier les altérations ciblables chez les patients. Un petit focus sur la recherche clinique, puisque nous avons quand même un programme de recherche clinique, mais peut-être que Sophie en parlera. Donc sur tissu, nous avons choisi de faire du coup une cartographie moléculaire extensive, et en fonction de la quantité de matériel disponible, nous réalisons soit à Bergonié un panel Oncomine Comprehensive Assay qui comporte 161 gènes et qui va rechercher des mutations, des variants de copy number et des fusions. Ou alors, si le matériel le permet, nous envoyons à FMI pour faire un panel Foundation One CDX où, en plus de 324 gènes, on peut avoir l'information sur la charge mutationnelle et le statut MSI. Nous avons également plusieurs axes sur la biopsie liquide. Tout d'abord, les patients qui signent le protocole de screening BIP peuvent bénéficier d'un panel Foundation One liquide qui porte donc sur 300 gènes avec le statut MSI et la charge mutationnelle. Ce sont des patients plutôt en rechute et ça présente un intérêt particulier de faire ça en biopsie liquide pour essayer d'évaluer l'hétérogénéité tumorale et la clonalité au niveau des métastases.
Et puis nous avons un protocole qui s'appelle COP, qui se situe vraiment en primo-diagnostic, où on va étudier justement l'intérêt de ce panel Foundation One liquide au diagnostic et également en monitoring du patient de façon à identifier des altérations de résistance au cours de sous-traitement. Enfin, à venir, un protocole qui s'appelle Circular, qui vise à regarder l'apport de la biopsie liquide au diagnostic en association à l'analyse tissulaire pour essayer d'améliorer cette détection de l'EGFR. Alors, pour illustrer tout ça, je vous ai sélectionné un petit cas clinique. C'est un monsieur de 23 ans qui, en janvier 2019, s'est présenté avec une lymphangite carcinomateuse, des adénopathies médiastino-hilaires, des lésions osseuses. La biopsie a mis en évidence un adénocarcinome qui exprimait le PDL1, donc intéressant pour l'immunothérapie, qui était ALK négatif, ROS négatif, et dont le testing NGS, je dirais standard de l'époque, qui ne portait uniquement sur des altérations de mutation, qui incluaient quand même ALK, BRAF, EGFR, RB2, CARAS, MET, PIK3CA, STK11, était négatif. Donc, sur la foi du PDL1 positif, le patient a été mis sous immunothérapie par pembrolizumab, mais il a présenté très vite une aggravation faisant suspecter une hyperprogression et transféré en réa après arrêt du pembrolizumab. Heureusement, il a pu être mis rapidement sous chimiothérapie qui a permis d'obtenir une réponse partielle. Et ensuite, de switcher sur une maintenance par pemetrexed avec une bonne stabilisation. Compte tenu de l'âge du patient et des antécédents familiaux avec un cancer du poumon chez le père et une tumeur ovarienne chez la mère à des âges relativement jeunes, une enquête oncogénétique a été lancée. On a soulevé l'hypothèse d'une mutation EGFR constitutionnelle, ce qui a été vite écarté car il n'y avait pas de mutation EGFR dans le NGS de la tumeur. Et une recherche de l'ifroménie a été écartée également puisqu'il n'y avait pas de mutation de TP53. Un an après, une reprise évolutive focale a été observée et donc le patient a été à ce moment-là référé à l'Institut Bergonié, à la RCPS et précoce pour inclusion dans un essai. Une nouvelle biopsie dans ce cadre a été réalisée puisque le matériel avait été déjà épuisé pour le premier screening. Et un mois après, nous avons reçu donc un résultat de réarrangement de RET qui, bien sûr, permet aux patients de recevoir un inhibiteur de RET. Il est bien évident que ce réarrangement de RET était présent dès la tumeur primitive et qu'il aurait été intéressant, je pense, pour ce patient de l'identifier au plus tôt, plutôt qu'un an et demi après le diagnostic. Donc, en conclusion, les messages que je voulais vous faire passer, c'est que le screening moléculaire, il est indispensable au primo-diagnostic, même en présence d'un statut PDL1 fortement positif. C'est ce qui est illustré par le cas clinique que je viens de vous présenter. En cas d'addiction oncogénique, la réponse à l'immunothérapie est mauvaise. Pour ce qui est du testing, les techniques rapides ciblées qui ont eu beaucoup de succès en raison de leur coût moindre sont vraiment réservées aux cas urgents et ne doivent pas être limitées mais être complétées par un NGS pour rechercher d'emblée au primo-diagnostic les mutations et les fusions les plus fréquentes. Et j'espère vous avoir montré l'intérêt de faire un RNA-seq qui permet de rechercher à la fois ces deux types d'altérations. Dans le cadre de la recherche clinique, bien sûr, un panel plus large pourra être étudié pour l'inclusion dans les essais cliniques. Et puis, on a un intérêt croissant pour la biopsie liquide et on a plusieurs programmes qui évaluent vraiment la place de la biopsie liquide dans la prise en charge du cancer du poumon avec addiction oncogénique en première ligne. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir et donc je vais passer la parole à Sophie pour la partie clinique. Bonsoir à tous et merci au Cyril Briot de me laisser ce temps de parole. Donc j'ai vraiment axé la présentation sur des démonstrations cliniques pour vous montrer le bien fondé de cibler sur le plan thérapeutique une addiction oncogénique chez nos patients. Donc brièvement mes liens d'intérêt. Donc je reprends une diapositive qu'Isabelle Soubeyran vous a présentée tout à l'heure. C'est vrai que ces camemberts, il y a 10-15 ans, montraient une part belle à
une catégorie de patients qui ne présentaient pas d'addiction oncogénique, pour lesquels en tout cas on n'avait pas d'informations encore connues, mais l'amélioration de la connaissance de la biologie de la tumeur a permis effectivement de dégager des nouveaux biomarqueurs, de nouvelles addictions oncogéniques. J'appelle les MUST, les mutations au réarrangement qui sont déjà validées en pratique clinique sous la forme d'obtention d'AMM ou d'obtention d'ATU. Et pour ce qui est des anomalies plus optionnelles, il y a des mutations d'HER2, des amplifications de MET, des réarrangements de NRG1 qui vont faire l'objet prochainement de validation thérapeutique. Alors, on n'aura jamais d'études qui comparent un patient avec un carcinome bronchique non à petites cellules métastatiques qui reçoit une analyse NGS ou en tout cas un panel large versus pas de panel, mais quand on regarde ces données publiées en 2019 américaines, puisque le NCCN, c'est l'organisme qui fait des recommandations de traitement aux États-Unis. Lorsque l'on reprend les données patients et qu'on considère les carcinomes bronchiques non à petites cellules qui ont une addiction oncogénique, donc une mutation actionnable, ceux qui reçoivent un traitement dédié à cette mutation survivent clairement plus que ceux qui n'ont pas de traitement dédié à cette mutation. Et la différence en survie globale, elle est encore plus vraie en ce qui concerne la mutation EGFR, que j'ai pratiquement choisie puisque c'est finalement une mutation la plus fréquente. Donc il y a un vrai intérêt démontré à cibler sur le plan thérapeutique une addiction oncogénique. Le tableau de décision que je vous présente, il est volontairement grossier. Quand on a un carcinome bronchique non à petites cellules qui ne peut pas être irradié, ne peut pas être opéré, il y a des décisions thérapeutiques en première ligne à prendre et il y a clairement les addictions oncogéniques à mettre à part. C'est pas parce que vous allez obtenir en immunohistochimie 3 jours après la biopsie un PDL1 supérieur à 50% qu'il faut s'engouffrer dans la case immunothérapie. Ça, c'est vrai quand vous avez vraiment vérifié que votre patient n'était pas porteur d'une tumeur avec addiction oncogénique. Alors effectivement, comme l'a dit le docteur Soubeyran tout à l'heure, il y a du panel minimal recommandé. Donc on a parlé de l'immunohistochimie PDL1, l'immunohistochimie pour ALK mais pas seulement, de même pour ROS1, et puis des choses à obtenir absolument pour la deuxième ligne. Et finalement, il est recommandé de faire accéder le patient de la biopsie liquide uniquement quand le tissu n'est actuellement pas disponible, le patient n'est pas rebiopsiable. Mais c'est vrai que maintenant on obtient des informations également nécessaires à la prise en charge thérapeutique du patient de par la biopsie liquide. On commence donc par les tumeurs mutées EGFR. J'entends par mutées EGFR sur mon tableau de décision les exons 19, les exons 21. J'exclus les insertions de l'exon 20 qui font l'objet d'autres décisions de traitement avec des ATU qui courent notamment. Quand un patient se présente avec une mutation activatrice de l'EGFR actuellement, il reçoit l'osimertinib. Et pourquoi il reçoit l'osimertinib? Parce que vous avez l'étude FLORA qui a démontré que l'osimertinib, TKI anti-EGFR de 3e génération, était plus efficace en termes de survie globale qu'un TKI de première génération comme le gefitinib ou l'erlotinib, avec cette étude qui était positive et publiée l'année dernière. En ce qui concerne un patient qui progresse après cette première ligne, il y a plusieurs présentations cliniques qui vont faire la part belle à la rebiopsie ou au traitement loco-régional. Donc, si le patient progresse d'emblée sous votre TKI anti-EGFR, il faut d'abord vérifier l'observance du traitement auprès de votre patient. En cas d'évolution oligométastatique, on va prioriser, donc oligométastatique, c'est-à-dire que peu de sites métastatiques évoluent, on va prioriser un traitement focal de cette progression. En cas de progression lente, non accessible à un traitement focal, on continuera le TKI anti-EGFR tant qu'il y a un bénéfice clinique au patient. Et en cas d'évolution multifocale, on peut reproposer une rebiopsie ou de la biopsie liquide. Et effectivement, la biopsie liquide est un outil de plus en plus intéressant dans notre prise en charge patient, puisque déjà, par définition, elle est moins invasive qu'une biopsie tissulaire, qu'elle va prendre en compte plus qu'une biopsie ciblée sur un nodule, l'hétérogénéité spatiale et temporelle de la maladie. Donc vous allez pouvoir facilement identifier des mécanismes de résistance, mais pas seulement. C'est un bon outil pour éventuellement monitorer la maladie résiduelle. Si vous détectez, par exemple, votre mutation activatrice de l'EGFR
dans la biopsie liquide au départ de la prise en charge du patient, vous allez pouvoir peut-être la voir disparaître sous traitement par osimertinib et peut-être détecter l'apparition d'un clone émergent résistant à l'osimertinib de par justement le monitoring par la biopsie liquide. Donc c'est vraiment un outil très intéressant qui se développe dans un avenir proche. Il faut savoir que nous, sur l'Institut Bergonié, tout patient qui est diagnostiqué d'un carcinome bronchique métastatique peut se voir proposer le programme de recherche COPE. Donc outre un screening moléculaire tumoral à l'initiation de la première ligne, les patients vont être randomisés et pour la moitié d'entre eux vont pouvoir être monitorés à chaque scanner notamment par une biopsie liquide pour justement évaluer la disparition du clone que l'on cible par le traitement et l'éventuelle émergence de clones résistants. En ce qui concerne toujours les pathologies mutées EGFR, alors si le patient n'a pas reçu l'osimertinib mais un TKI de première génération parce que c'est un patient long répondeur et qui ne faisait pas partie encore des décisions de l'AMM de l'osimertinib première ligne, il recevra l'osimertinib en deuxième ligne si on voit apparaître l'émergence de la mutation T790M. Et par contre, s'il n'y a pas ce type de mutation que le patient était sous osimertinib, on va adapter le traitement suivant à un mécanisme de résistance identifié, par exemple une amplification de MET, et ben on a des essais thérapeutiques contre les amplifications de MET, où il va recevoir ensuite une chimiothérapie à base de sel de platine. Alors pour illustrer un petit peu ce propos, puisque le propos est qu'en première ligne, en premier choix de traitement en cas de mutation EGFR, il faut cibler la mutation EGFR par l'osimertinib. Le cas d'un patient, un homme de 62 ans, non fumeur, pas mal sportif, il avait fait pas mal de rugby au cours de sa vie. C'est un patient médecin. Il a présenté une douleur dans la poitrine à partir de décembre 2018. Et puis finalement, il s'est altéré sur 3 mois avec vraiment une grosse perte pondérale, une altération de l'état général, une voix bitonale. Il arrive vraiment à la première consultation assez délabrée. Donc il fait un scanner puis un TEP scanner et là le verdict tombe sur l'imagerie. Il a des lésions lithiques osseuses partout, il a des ganglions médiastinales, il a une lésion suspecte d'un primitif pulmonaire en lobaire inférieur gauche. Les lésions osseuses sont très lithiques, donc il bénéficie d'une procédure de cimentoplastie sur l'établissement et on en profite pour faire une biopsie d'une lésion osseuse qui nous répond adénocarcinome d'origine bronchopulmonaire avec une expression de PDL1 négative, pas de réarrangement ALK et ROS1, mais par contre en biologie moléculaire, on découvre une délétion de l'exon 19. Ce patient, comme vous pouvez l'observer sur son TEP scanner de mars 2019, était extrêmement métastatique puisque toutes les anomalies noires sur le dessin sont des métastases pour la plupart. Et puis après 3 mois d'osimertinib, vous voyez que le TEP scanner s'éteint. C'est vraiment, si preuve devait être faite du concept, quand on bloque l'addiction oncogénique, ça marche et on contrôle la maladie. La seule chose qui n'est pas éteinte, c'est une vertèbre de C2, pas parce qu'elle est résistante d'emblée à l'osimertinib, mais parce qu'en fait il a été cimenté et qu'il a fait une ostéite, donc c'est un marquage infectieux au TEP scanner. Donc ce patient, depuis juin 2020, ça se corse un petit peu puisqu'il a fait d'abord une oligoprogression du fémur et on lui a posé une prothèse. On en a profité pour refaire une analyse anatomopathologique qui retrouvait en biologie moléculaire sur cet os une amplification de l'EGFR qui est donc son mécanisme de résistance à l'osimertinib. Comme rien d'autre ne bougeait, on a poursuivi l'osimertinib. Il a une lésion fémorale droite qui a progressé, on l'a irradiée et on a fait une biopsie liquide qui ne retrouvait pas de mécanisme de résistance mais toujours la mutation de l'exon 19 inaugurale. Ensuite, il a reprogressé en fémur gauche. On a profité d'un temps de cryothérapie pour rebiopsier. On n'a pas identifié le mécanisme de résistance. Donc parfois, la maladie, c'est plus compliqué qu'on ne le pense et on n'a pas forcément toujours réponse à la progression que l'on observe. Et actuellement, ce patient, en septembre 2021, présente une progression multisite osseuse avec une biopsie liquide non contributive et il a débuté une deuxième ligne par chimiothérapie. Il faut se rendre compte qu'on est maintenant à plus de 2 ans et demi du diagnostic et qu'il n'a reçu en traitement systémique que l'osimertinib. Passons ensuite au réarrangement de ALK. Donc cette fusion de ALK rend le gène oncogène et favorise la survenue de carcinome bronchique dans la petite cellule chez les patients notamment non fumeurs. Il y a actuellement une indication dès le diagnostic en maladie métastatique à cibler ALK par des inhibiteurs. Les recommandations de HORA 2021 sont l'alectinib ou le brigatinib qui sont des deuxième génération d'inhibiteurs de ALK. À plus ou moins long terme, le lorlatinib va arriver aussi dans la partie. Toujours pareil, vous donnez l'inhibiteur de ALK à la résistance primaire, vous vérifiez que votre patient ne met pas les cachous à la poubelle et on a le même type de programme qu'avec le GFR avec un traitement de la maladie oligométastatique et une tendance à poursuivre le TKI en cas de
bons bénéfices cliniques. Et si vous avez une tendance à la progression, et ben vous rebiopsiez, vous faites une biopsie liquide pour essayer de traiter selon le mécanisme de résistance. Pourquoi cibler ALK en première intention ? On a des données qui sont majeures. Le premier inhibiteur de ALK, le crizotinib, donc c'est la première génération qui avait été testée en première ligne chez des patients non pré-traités par chimiothérapie, montrait un gain significatif en survie sans progression. Alors vous voyez qu'à droite, la courbe de survie globale n'est pas différente de manière significative, mais parce que les patients qui recevaient chimiothérapie à la progression pouvaient bénéficier d'un crossover en faveur du crizotinib, et donc ça annule finalement l'effet délétère d'avoir reçu la chimiothérapie en première ligne. Donc un bénéfice majeur à l'arrivée des inhibiteurs de ALK pour cette catégorie de patients. Donc, comment représenter cette addiction oncogénique ? J'ai le cas d'un patient qui a été diagnostiqué en 25 ans, donc il venait juste d'être diplômé en gestion du patrimoine. Et puis en décembre 2017, il présente une toux, il est traité par antibiotiques et re-antibiotiques, on lui recherche une tuberculose, c'est négatif. En juillet 2018, il est réalisé un scanner chez ce patient et il a un gros syndrome interstitiel du lobe supérieur droit avec une masse associée, des lésions lithiques notamment sternales, un épanchement pleural droit et péricardique. Le TEP scanner confirme le scanner. L'épanchement péricardique lors du jour du TEP scanner est majeur, donc il est transféré en soins intensifs cardiologiques pour un drainage à plus de 1,5 litre avec une cytologie positive. Il est biopsié pendant l'hospitalisation au niveau du sternum et ça nous répond adénocarcinome bronchopulmonaire, TTF1 positif avec l'absence d'expression de PDL1 et une immunohistochimie à 3 croix pour ALK. Ce patient, à l'époque, en août 2018, après discussion vu son jeune âge avec le professeur Besse de l'Institut Gustave-Roussy, comme on ne savait pas trop s'il fallait débuter par les médicaments les plus récents qui passent mieux la barrière hémato-encéphalique ou commencer par la première génération et puis essayer de faire du traitement séquentiel, je lui débute le crizotinib, qui est donc la première génération. Vous avez le TEP scanner de départ, vous avez le TEP scanner 2 mois après crizotinib en dessous et on voit qu'il éteint vraiment parfaitement ces lésions sous crizotinib. Ça marche, mais ça marche un temps. C'est-à-dire que rapidement, en février 2019, il présente 2 petites lésions métastatiques cérébrales. J'ai pas de mécanisme de résistance identifié en biopsie liquide, mais je ne vais pas biopsier la tête, c'est tout petit et c'est la tête. Donc je switch pour un TKI de 2e génération par alectinib qui passe mieux la barrière hémato-encéphalique. Et puis en août 2019, il me fait l'apparition d'un petit nodule en verre dépoli qui me stresse un petit peu. Donc je le rebiopsie en biopsie liquide et là il a une mutation de résistance qui apparaît. Comme il est asymptomatique, il va très bien et que c'est tout petit sur le TEP scanner, je décide de poursuivre et de faire un contrôle de l'imagerie précoce. Et 2 mois après, en octobre 2019, je n'ai plus le verre dépoli. Et quand je le rebiopsie en biopsie liquide, je ne retrouve pas de mutation de résistance. Donc toujours pareil, il y a les décisions thérapeutiques, les arbres décisionnaires, mais finalement, en pratique clinique, on ne comprend pas forcément trop ce qu'on observe. Mais le fait est que chez ce patient que j'ai revu en juillet 2021, on a un alectinib qui est toujours en cours et on est à plus de 3 ans après le diagnostic. Les fusions de RET, c'est vraiment une fusion d'intérêt depuis 2 ans avec le développement de molécules inhibitrices spécifiques de RET. Donc cette fusion, on peut être retrouvée chez 1 à 2% de vos patients avec un carcinome bronchique non à petites cellules. Ça peut survenir de manière plus fréquente dans certains cancers thyroïdiens et c'est beaucoup plus anecdotique dans d'autres tumeurs. C'est pareil, fusion de RET, c'est oncogène et bloquer la fusion de RET, ça marche. J'ai pris l'exemple du selpercatinib, mais le pralsetinib a le même type de waterfall plot si on prend en compte que chaque colonne de ces images est un patient. En haut, vous avez les patients qui ont déjà reçu de la chimio-immunothérapie en première ligne et qui reçoivent un inhibiteur spécifique de RET quand leur tumeur présente une fusion de RET et vous avez un taux de réponse objectif à 64%. Et vous voyez que le waterfall plot du dessous est encore plus impressionnant puisque si le patient est naïf de traitement, on a 85% de taux de réponse avec souvent des durées de réponse de l'ordre d'1 an et demi. Donc on va très clairement vers la validation un jour en première ligne des inhibiteurs de RET. Je l'ai, pareil, j'ai essayé de vous l'illustrer par un beau cas clinique qui est tout récent. Donc Madame B, 68 ans, est retraitée et ancienne professeure d'espagnol. Son antécédent notable dans son histoire de vie, c'est à 16 ans, elle a fait 2 semaines de coma sur un traumatisme crânien lors d'un accident de la voie publique. Elle est très peu fumeuse, elle est estimée à moins de 10 paquets années. Et puis en fin juin 2021, elle trouve une douleur et un gonflement d'un pied. Elle fait une radio, elle a une fracture spontanée du 2e métatarsien.
Au scanner du 17 juillet, parce qu'elle s'est autopalpée à côté de ça un ganglion axillaire, donc une fracture osseuse spontanée, un ganglion axillaire, elle est passée au scanner, et là elle a un envahissement ganglionnaire axillaire majeur, périclaviculaire médiastinal, un épanchement pleural droit, une grosse masse pulmonaire droite, et le temps de faire les examens, une lymphangite du sein sur de la compression ganglionnaire, du lymphodème du bras droit, elle se détériore vraiment rapidement. Je la reçois en première consultation le 21 juillet, elle est biopsiée sur le plan axillaire le même jour. Ce qui est assez inespéré en pleine période estivale, où parfois on a un petit peu de délai en biopsie, mais là je remercie mes radiologues du côté Céno d'avoir répondu présent sur le jour de la consultation. Et j'obtiens vite l'histologie d'adénocarcinome, PDL à 80%, donc le biais c'est de vouloir s'engouffrer sur un Pimbro ou un Pimbro chimiothérapie en première ligne, et puis la biologie moléculaire tombe le 8 août, et j'ai une fusion de RET. Vu les données en deuxième ligne, moi j'ai accepté sur l'Institut l'essai Accélérate Lung qui compare chimio-immunothérapie en première ligne chez des patients présentant une fusion de RET versus le pralsétinib. J'ai sa randomisation le 25 août, je sais qu'elle est dans le bras pralsétinib, mais dans le même temps, au moment où j'ai la randomisation, je suis appelée par le cardiologue des soins intensifs, elle est en pré-tamponnade et il a le drain limite à la main. Donc je lui dis de ne surtout pas la drainer parce qu'elle va être bloquée dans leur lit pendant quelques jours. Je lui dis de me l'envoyer en consultation le lendemain, la date prévue de consultation, parce que c'est le jour de début de traitement dans l'essai. Elle arrive en brancard, avec un état général qui n'était pas forcément parfaitement compatible avec l'essai thérapeutique, mais quand on voit les taux de réponse aux inhibiteurs de RET, on a forcé un petit peu le talent. Et elle a débuté son pralsétinib le 27 avec une amélioration clinique majeure 3 jours après. Et elle est arrivée sur la consultation du 10 octobre avec un scanner retrouvant une réponse objective majeure, moins 74%, et vous voyez un paquet ganglionnaire axillaire qui est complètement disparu. Les nodules pleuraux, les ganglions médiastinaux sont également quasiment disparus, et finalement persiste surtout la lésion liquidienne, donc le liquide pleural. Donc, une dame par ailleurs ressuscitée cliniquement sous traitement. On a d'autres anomalies qui font l'objet d'AMM ou d'ATU. La BRAF V600E qui compte pour 1 à 2% des addictions peut bénéficier d'une association anti-BRAF, le dabrafénib, anti-MEC, le trametinib, en deuxième ligne, mais il y a des essais en cours pour essayer de faire avancer le traitement en première ligne. Quand on voit les résultats en deuxième ligne, c'est le docteur Planchard de l'Institut Gustave Roussy qui a publié sur cette association. Vous voyez des taux de réponse vraiment importants et des médianes de survie sans progression de presque 11 mois, sachant que la chimio-immunothérapie en première ligne, elle fait 9 mois de PFS, et on a le même type de waterfall plot en première ligne. Donc on est sur une vraie addiction oncogénique pour laquelle un ciblage améliore considérablement la donnée clinique du patient. Pareil, les fusions de NTRK, c'est anecdotique en pourcentage, mais quand vous la trouvez, il faut adresser votre patient à un essai thérapeutique, puisqu'on n'a pas de molécule absolument remboursée actuellement en France, mais il y a des essais ouverts et il ne faut pas hésiter à contacter les centres de référence pour essayer de faire accéder à une molécule anti-NTRK les patients. Quand on regarde les données de l'ASCO 2021 sur 20 patients identifiés avec fusion de NTRK, vous avez des taux de réponse de 73%, et pour les patients qui présentent des métastases du système nerveux central, ce taux de réponse reste à 63%, donc c'est vraiment des molécules, enfin en tout cas vraiment du traitement à considérer chez ce patient. En plus, la durée de réponse des inhibiteurs NTRK est vraiment intéressante, puisqu'on a des patients qui dépassent les 24 mois de traitement, voire les 35 mois de traitement, voire pour le plus avancé, les 50 mois de traitement. Donc quand vous bloquez cette fusion, eh bien, vous améliorez considérablement la survie de votre patient. On a plein d'autres anomalies moléculaires qui font l'objet de recommandations et d'ATU. Je les ai listées, c'est pas exhaustif. Il faut savoir qu'à l'heure où on se parle, encore ce week-end, en congrès, il a été présenté un inhibiteur de CARA G12D. Jusque-là, on bénéficie du sotorasib en AT uniquement pour la mutation G12C, mais les choses vont être amenées à changer. Donc c'est vraiment une liste qui ne va faire que s'allonger au fur et à mesure que l'on va développer des molécules et améliorer la connaissance biologique de la tumeur. Donc pour conclure sur ma présentation, il y a vraiment un intérêt du ciblage des altérations moléculaires rares. C'est pour ça que je rejoins ma collègue le docteur Soubeyran. Il ne faut pas se contenter d'un test rapide à l'EGFR. Vous grévez les chances de votre patient d'accéder à un traitement qui démontre plus d'efficacité que votre classique doublé chimio-immunothérapie. Le nombre de biomarqueurs pertinents en pratique clinique et pas seulement en termes d'essais thérapeutiques est important, puisqu'il y a beaucoup d'ATU qui courent.
Le problème, ça a été évoqué, c'est le coût de ces prélèvements qui ont entraîné une dérive thérapeutique et un engouffrement vers le tout PDL1 et plus ou moins GFR et finalement pas aller regarder plus loin. Il y a aussi des problèmes d'accès aux résultats de biologie moléculaire où parfois on est avec un patient symptomatique qui rend l'attente compliquée. La quantité de matériel tumoral, c'est vrai que c'est du matériel précieux, mais la biopsie liquide va probablement solutionner cette part du problème. En tout cas, j'espère vous avoir démontré qu'il y a un vrai enjeu thérapeutique pour vos patients de rechercher des anomalies ciblables, encore plus de leur permettre d'accéder à certaines indications d'essais thérapeutiques. En tout cas, le carcinome bronchique non à petites cellules est vraiment un parfait modèle pour la médecine de précision en oncologie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Donc, je vous rappelle, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. Moi, sinon, je vais commencer. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas évoquée là, mais comment vous évaluez les commutations, en fait? Donc, quand vous partez, du coup, sur un driver oncogénique pour la thérapeutique derrière, mais comment vous prenez en compte les commutations? C'est une bonne question. Vas-y. Alors, on sait que la commutation, par exemple, mutation EGFR, tu cibles par un inhibiteur le GFR, c'est démontré, c'est publié dans la littérature que la mutation GFR direction unique versus des mutations de gènes suppresseurs de tumeurs versus beaucoup d'autres commutations, le pronostic il est moins bon parce qu'il va y avoir une moindre réponse et puis finalement une voie de signalisation va prendre le pas sur l'autre. Donc tu sais que la commutation elle est de pronostic défavorable pour le patient, en tout cas elle est défavorable pour sa réponse au traitement de la mutation, l'addiction oncogénique que tu considères majeure pour ce patient. Sur des commutations éventuelles où tu as la possibilité d'un traitement pour les deux, j'avoue que j'ai juste eu récemment un cas, par exemple, BRAF muté et avec une anomalie de ALK, et en fait son réarrangement ALK, son binôme, on ne le connaissait pas. On n'avait aucune donnée de littérature sur la pathogénicité, alors qu'on avait vraiment clairement sur la BRAF V600E des données, un essai thérapeutique à lui proposer. Ça n'excluait pas cette commutation, son axe à l'essai. On est parti sur celui pour lequel on avait un niveau de preuve évident. Mais je pense que c'est de la discussion presque de RCP. Non, c'est un peu complexe vu le panel qu'on a. Et ma deuxième question, du coup, donc là on a vu effectivement ce qui était fait à l'Institut Bergonié, mais en vraie vie, du coup, dans les centres, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et j'imagine que peut-être pas tous les centres en France ont accès à ce panel en fait de séquençage. On voit qu'il y a un vrai intérêt à le faire. Donc du coup, est-ce qu'on peut illustrer un peu le panorama et qu'est-ce qui est mis en place et du coup mettre en regard effectivement les problématiques de coût? C'est sûr que le changement de prise en charge de ces tests par nos instances a énormément modifié le paysage, puisque autrefois, en fait, finalement, il y avait une homogénéité de la prise en charge, quel que soit le lieu de prise en charge du patient, puisque toutes les plateformes s'étaient à peu près homogénéisées et tous les patients étaient référés sur le niveau des patients. Avec cette histoire de facturation, on a vu arriver de l'hétérogénéité de prise en charge, puisque certains établissements ne pouvaient pas, c'est pas un jugement de valeur, mais ne pouvaient pas supporter ce coût, puisqu'il y a un reste à charge qui est important. Et donc, ont été obligés de faire des choix et de se focaliser dans un premier temps, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Il y a quelques temps, on avait beaucoup moins de molécules à disposition, et c'est vrai que en première ligne, peut-être que de cibler le GFR et puis ALK et ROS et PDL1, c'était suffisant. Mais les choses ont explosé dans les dernières années, et là maintenant, ce n'est plus possible. Et on reste avec encore, effectivement, nous on est obligés de se conformer à la prescription de l'établissement payeur. Et donc, certains patients n'ont pas un profil complet.
Sinon, après, dans tous les grands centres, tout le monde fait du NGS et du profilage complet, ça c'est sûr. Mais non, c'est un gros problème dont nos instances ne sont pas ou ne veulent pas prendre conscience parce que c'est un problème financier. C'est vrai qu'un NGS coûte plus cher qu'une technique ciblée, mais ça rapporte tellement plus d'informations. Et globalement, si on parle en termes d'économie de santé, je pense qu'au niveau de la prise en charge globale du patient, il y a probablement un bénéfice aussi, puisque les patients ne vont pas recevoir des chimiothérapies qui ne leur sont pas bénéfiques, avec toutes les hospitalisations, les effets secondaires, ils seront mieux traités. Donc il y aurait vraiment cette étude à faire pour pouvoir démontrer à nos instances que finalement, ça a été fait aux États-Unis, que finalement de tester plus large coûte un petit peu plus cher au départ, mais en fait il y a un gain sur la prise en charge globale du patient et qu'on s'y retrouve largement au final. Je ne sais pas si Sophie va rajouter. C'est sûr que je pense que tant que nos instances n'ont pas pris en considération ces avancées thérapeutiques, je pense qu'il y a des décisions, il faut que c'est sûr, on est privilégiés, on est centre de lutte. Moi, je mesure le privilège, notamment pour ma dernière patiente, chaque jour. Mais je pense que les médecins, avec leur direction, tant que la situation n'a pas changé sur le remboursement, doivent prendre des décisions, de savoir ce qu'ils ont envie de proposer à leurs patients. Effectivement, en prenant en balance la diminution de coûts, je veux dire, une journée d'hôpital de jour ou de chimiothérapie, effectivement, ça coûte. Et après, c'est vrai que c'est compliqué médicalement quand on essaye de soigner le mieux possible les patients. C'est compliqué de se dire qu'un test compagnon qui permette de trouver une anomalie pour laquelle il y a des AMM, parce qu'on ne parle pas que des ATU, mais aussi des ATU, finalement, est à la charge du prescripteur. C'est un système qui est à remettre en cause et qu'il faut remonter effectivement à nos instances. C'est très compliqué à accepter, et donc j'imagine les difficultés d'un centre périphérique pour lequel il y a des décisions d'économie de santé à prendre pour ce testing, ça c'est clair. Et vous savez s'il y a des discussions en cours là actuellement J'imagine, je l'espère. En tous les cas, les sociétés savantes font remonter les informations au gouvernement. Mais c'est très compliqué de savoir exactement eux, je pense qu'ils voient ça de très haut globalement, donc c'est assez long. Et puis c'est très long à faire changer les choses. Mais oui, ça, en tous les cas, il y a des remontées vers ce problème-là et l'éventuelle perte de chance pour les patients. Une petite question aussi sur l'immunothérapie, donc standard de première ligne maintenant. Est-ce qu'il y a quand on se pose le choix en fait sur un PDL1 positif et donc vous devez attendre le test de séquençage moléculaire pour prendre la décision au final. Ça on l'a bien vu. Est-ce qu'il y a quels sont les enjeux en fait d'une mise sous immunothérapie si derrière on retrouve les... C'est que, certaines addictions oncogéniques ne répondent pas à l'immunothérapie, c'est-à-dire que ça a été publié, c'est Immunotarget du professeur Mazière, c'est publié dans la littérature. Tu mets l'immunothérapie à un ALK, à un RET, en tout cas les données en monothérapie sont vraiment pas bonnes en termes de taux de réponse, mais c'est aussi le fait que avec ton immunothérapie, tu as quand même des risques de pneumopathie interstitielle que tu as déjà avec ton TKI, et de mettre le TKI derrière, très vite derrière une éventuelle première injection d'immunothérapie, t'as peur d'accroître une toxicité pulmonaire chez quelqu'un qui a déjà une présentation potentiellement en termes de symptômes respiratoires de sa maladie aussi. C'est ça l'enjeu. Donc ça vaut le coup d'attendre quand même d'avoir l'intégralité. Il vaut presque mieux faire, je sais pas, une première chimiothérapie sans immuno si tu as vraiment une urgence, un caractère symptomatique pour lequel tu as une crainte pour de ne plus avoir après d'espace pour un patient, puisqu'on ne valide pas... quel que soit l'état général, il y a des critères, et de rajouter l'immunothérapie derrière si tu es sûr qu'il n'y a pas d'addiction oncogénique sur une deuxième injection de chimio, ça va, c'est plus propre dans ce sens-là en fait. Peut-être une dernière question, j'ai vu, donc tu as voulu rajouter au panel HER2. J'ai regardé un petit peu, donc il y a des données assez
assez bonne avec les anti-HER2, justement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de oui, ce alors qui se fait en fait, HER2 c'est compliqué parce qu'il y a des mutations, il y a des surexpressions, il y a des amplifications. Nous, on a rajouté par exemple au testing de première ligne, Isabelle l'a dit, HER2 parce qu'on a un essai actuellement en cours avec immunothérapie et puis la super molécule, le Daiichi, le trastuzumab deruxtecan, sur des immunohistochimies à une croix, deux croix. Donc, c'est vrai que c'est une molécule qui démontre des données d'efficacité et donc on a envie de proposer de l'innovation thérapeutique aux patients si tant est qu'il est éligible. Donc on oriente un petit peu notre panel et donc là on a rajouté HER2 effectivement systématiquement pour essayer de sélectionner les patients pour cet essai thérapeutique. Mais oui, HER2 est une molécule d'intérêt dans le carcinome bronchique et pas seulement dans les tumeurs gastriques et mammaires. Peut-être pour finir sur la biopsie liquide, donc vous l'utilisez quand même assez fréquemment du coup sur Bergonié. Peut-être qu'on revienne un peu sur les avantages et les inconvénients de la technique. On l'a vu, ça permet peut-être de réévaluer à un instant donné et de peut-être réorienter la stratégie de votre expertise en fait. Est-ce que ça vous a apporté vraiment quelque chose en termes de pratique courante et est-ce que en termes de fiabilité aussi, il n'y a pas de problématique par rapport au matériel, à la quantité Tu veux répondre, Alors moi je peux répondre sur le plan technique, fiabilité. La biopsie liquide, c'est vrai que c'est un outil fabuleux parce que, comme l'a dit Sophie, c'est pas du tout invasif, ça peut être répété autant de fois qu'on le veut. Ça, potentiellement, effectivement, ça peut refléter le problème d'hétérogénéité, surtout ces patients polymétastatiques et qui évoluent également. Ça peut refléter l'hétérogénéité temporelle et spatiale de la tumeur. La limite, c'est qu'il faut effectivement que l'ADN tumoral circule au moment où on fait la prise de sang et que donc c'est le problème de la sensibilité. Donc on ne prend en compte les résultats que positifs, j'ai envie de dire. Quand c'est négatif, on va avoir tendance à considérer que c'est non contributif et à proposer de la renouveler un peu plus tard. Éventuellement, quand on sent qu'il y a une réévolution de la maladie, puisque là, à ce moment-là, on a plus de chances qu'elle soit contributive. Donc ça, c'est sur le plan purement technique. Et après, les techniques sur l'ADN circulant, sur la biopsie liquide, nécessitent d'être adaptées pour avoir un taux de sensibilité très important, parce qu'en fait, on recherche un peu une aiguille dans une botte de foin. Et donc là, c'est pas comme dans la tumeur où quand même relativement on a pas mal de matériel tumoral. Là, vraiment, on recherche des petits fragments d'ADN tumoraux au milieu du plasma. Donc on est obligé d'adapter des techniques. Mais avec le NGS ou avec la digital PCR, on peut arriver à avoir des techniques ultra sensibles et qui sont intéressantes justement pour rechercher en monitoring aussi les mutations de résistance. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des pistes qu'on explore sur plusieurs voies et nous, enfin dans le cadre de la prise en charge des patients à Bergonié parce qu'on y croit quand même beaucoup. Oui, on y croit beaucoup. Faire. Donc c'est vrai que le protocole COP qui est ouvert dès la première ligne, la RCP est intéressante parce qu'on arrive à monitorer la maladie résiduelle au même titre que ce que font les hématos depuis des dizaines d'années. Donc on a ce train-là de retard. Le programme, c'est un peu tôt pour dire ce qu'il voit émerger. C'est évident qu'on voit en tout cas la quantité de matériel tumoral circulant diminuer si un traitement fonctionne. On a l'impression que ça corrobore assez bien la clinique ou que ça donne peut-être en avance le résultat du scanner suivant. Donc moi je trouve que c'est un outil vraiment intéressant à considérer et on essaie vraiment de faire participer nos patients au programme de recherche. Mais on ne l'utilise pas que dans ça, on l'utilise vraiment à la progression sous des inhibiteurs tyrosine kinase. On fait vraiment facilement la biopsie liquide. On s'astreint vraiment à rechercher le mécanisme de résistance. Essai thérapeutique ouvert au centre ou pas, déjà pour apprendre de la maladie et voir si on n'a pas quelque chose à proposer, même hors centre, sur d'autres centres référents, sur des essais ouverts, sur des anomalies rares. Ça, c'est clair qu'on essaye de jouer ce principe-là. Merci beaucoup. J'ai une dernière question du coup.
C'est David Santamaria, je ne connais pas. Donc si l'on suppose que les mutations conférant la résistance sont préexistantes, l'anticipation du mécanisme de résistance et du traitement dépendra de la sensibilité du test, donc ça on vient effectivement discuter un peu. Est-ce que la biopsie liquide ne devrait pas être réalisée de manière répétée dès le début de la première ligne de traitement? Si, c'est COP, David. Si, je suis complètement d'accord avec toi et c'est tout l'intérêt du programme COP qui vraiment débute avec la mise en route de la prise en charge du patient, que ce soit poumon, il y a aussi une cohorte côlon. On a pris 2 tumeurs d'incidence très fréquente. Donc si, je plus sois. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas, du coup, à aller voir le replay sur le site du CIRIC. Merci.